La présentation aujourd'hui porte sur la pensée derrière l'innovation en ressources humaines. J'ai fait une affectation il y a 1 an et demi de ça, où on m'avait demandé de regarder à l'extérieur d'une agence fédérale qu'est-ce qui se faisait en matière de dotation et de recrutement. Quelles étaient les pratiques innovatrices, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Et dans le contexte de ce projet-là, j'ai interviewé une centaine d'intervenants de 77 organisations différentes, principalement des organisations fédérales, mais quand même quelques administrations municipales, quelques gouvernements provinciaux et des employeurs du secteur privé, notamment des banques et des compagnies de télécom, consultants informatiques. Et certains d'entre vous avaient peut-être vu le résultat, mais j'ai produit un rapport écrit qui est disponible sur mon groupe JC Collab. J'ai également produit une série de vidéos, une vingtaine de vidéos sur YouTube et quelques produits connexes. Donc 50 idées pour améliorer la dotation et le recrutement. Mais suite à ce projet-là, mon mandat à l'École de la fonction publique est clairement dans l'innovation en RH, l'analyse prédictive de données en matière de talent, un projet que j'ai lancé un peu plus tôt cette semaine de façon officielle. Mais du coin de mon bureau, j'essayais de trouver une façon de garder à jour la liste des intervenants que j'avais interviewés l'année précédente, puis garder un œil sur qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique qui est intéressant en matière de dotation au recrutement, principalement parce que c'est mon intérêt, mais également un peu au-delà de la dotation de recrutement, mais les autres sphères des gestions de ressources humaines, que ce soit la gestion de talent, l'inclusion, la diversité. Depuis le mois de novembre, je continue à prendre le téléphone, à envoyer des courriels, puis à essayer de garder le contact avec le plus de gens possible pour faire un inventaire des initiatives en ressources humaines. J'ai accumulé jusqu'ici plus de 200 initiatives que je vais partager sous peu, mais à travers tous ces appels-là, donc on parle peut-être 150 intervenants, 125 initiatives. J'ai été capable de dégager quelques grandes leçons que les innovateurs en RH semblaient partager en commun. Car il faut comprendre que sur les 200 initiatives que j'ai répertoriées, c'est peut-être pas les 200 qu'on peut qualifier d'innovation comme telles. Et même parmi celles qu'on peut qualifier d'innovation, il y en a qui, je dirais, qui réussissent mieux que d'autres, ou qui sont plus prestigieuses, plus ambitieuses que d'autres, ou qui ont connu plus de succès dans la manière qu'elles ont été reproduites par la suite. Et aujourd'hui, c'est l'essence de ce que je voudrais partager avec vous, c'est 5 petites leçons des innovateurs en RH. La première leçon, c'est de ne pas passer directement aux solutions, débuter avec un problème. On a ce réflexe-là un peu partout dans la fonction publique, mais très certainement dans les ressources humaines, de sauter très vite aux solutions. Alors qu'on devrait prendre plus de recul, puis prendre le temps de vraiment penser à c'est quoi le problème qu'on essaye de résoudre concrètement. Je vous donne un exemple qui est peut-être mon exemple préféré des entrevues que j'avais administrées l'an dernier, mais qui contraste 2 exemples. Sans nommer les agences, vous pouvez deviner de qui il s'agit. Mais c'est 2 organisations qui faisaient face au même problème, c'est-à-dire que les bassins de candidats dans ces organisations-là, ça ne fonctionnait pas très bien, les bassins de candidats pour la dotation. La première organisation a d'abord regardé ces données. Et le directeur des ressources humaines, là-bas, a déterminé qu'environ seulement 30% des candidats qui étaient dans des bassins recevaient une offre d'emploi. Et plus que ça, il a déterminé que pour établir, disons, un bassin de 100 candidats, duquel seulement 30 allaient recevoir une offre d'emploi, créer un bassin de 100 candidats exigeait d'administrer environ 300 entrevues. Et pour administrer 300 entrevues, il fallait probablement avoir évalué 3000 CV. Donc, il a estimé le travail que ça représentait. Et en bout de ligne, il dit, oui, on est passé de 3000 CV à 300 entrevues, à un bassin de 100 candidats, duquel 30 vont être nommés. Mais il y a également 70 candidats là-dedans qui ne recevront jamais d'appel de l'organisation. Ils commencent à perdre confiance dans les ressources humaines de l'organisation. Ils perdent confiance en la gestion de l'organisation. Et ultimement, ça vient heurter l'image de marque de l'employeur. Il dit donc, faire des bassins de candidats chez nous, ça ne fait aucun bon sens. Ce n'est pas un choix rationnel à faire. Et l'organisation a commencé à se distancer tranquillement des bassins de candidats. Au même moment, dans une autre agence, une autre société de la Couronne,
L'organisation a fait à peu près le même travail, de commencer par regarder leurs données. Ils ont déterminé que les bassins de candidats, effectivement, ça ne fonctionne pas très bien, mais ils ont également regardé leur capacité organisationnelle, et une capacité organisationnelle que cette société de couronne-là avait, c'est qu'ils ont un très bon service marketing, qui sont capables d'aller extraire des données, des web analytics très précises. Si bien, en fait, qu'ils sont capables de déterminer que si, par exemple, ils font un affichage d'emploi dans le marché géographique de Winnipeg, disons, s'ils font un affichage sur LinkedIn pendant une semaine, ça génère en général environ 200 applications. Là, je sors des chiffres complètement arbitraires là, pour donner un exemple. Et ils savent également qu'environ la moitié des candidats sont éligibles, sont qualifiés ultimement pour les postes. Donc, ils regardent à court terme, dans un horizon de 3 à 4 mois, c'est quoi les besoins réels pour des postes dans la région de Winnipeg. Et s'ils déterminent que dans les 3 à 4 prochains mois, on a besoin d'embaucher 100 personnes, ben, ils vont dire d'accord, alors on va faire un affichage de une semaine sur LinkedIn qui va nous générer 200 applications, qui va amener à 100 personnes dans un bassin de candidats, et ces 100 personnes-là vont recevoir une offre d'emploi dans les 3 à 4 prochains mois. Le bassin se retrouve à zéro et on répète l'expérience. La beauté de la chose, c'est que plus l'organisation répète l'expérience, donc plus ils créent de bassins, plus ils ont de données sur ce qui fait qu'un bassin est efficace. Et donc c'est un cercle vertueux, si on veut. Et ils ont déterminé que pour que les bassins marchent, ben, il y a 4 conditions qui doivent être rencontrées. Tout d'abord, le bassin doit être créé de façon ultra rapide. On parle de 2-3 semaines. Plus long que ça, les candidats vont prendre une job ailleurs. On doit mettre la barre assez haute. On peut se permettre de relever les exigences. Tous les candidats qui sont dans le bassin, on doit boucler la boucle avec eux. Donc, soit qu'on leur fait une offre puis ils deviennent employés, ou si systématiquement ils refusent les offres, ben, après quelques tentatives, on doit leur dire « on va vous enlever du bassin, on va tenir un autre processus dans quelques mois, vous pourrez appliquer à nouveau ». Et en respectant ces quelques principes-là, ils sont capables de tenir des bassins de candidats qui fonctionnent vraiment bien pour eux à travers le pays. Donc, on a 2 approches complètement opposées. Une organisation qui a cessé de créer des bassins, l'autre qui les a adoptés à 100% avec joie. Mais les 2 organisations sont parties du même problème pour trouver des solutions complètement opposées. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'examiner le problème, les capacités internes, plutôt que de sauter directement à la solution. C'était la première leçon des innovateurs en RH. La seconde, c'est de définir le problème en termes spécifiques. Je vais vous l'illustrer avec un exemple que mon collègue et moi ici, on connaît bien, le programme des agents libres du Canada. Le programme existe depuis 4 ans environ. Historiquement, on a tenu des campagnes de recrutement environ à tous les 6 mois. Et au fur et à mesure que le programme gagnait en popularité, le volume d'applications qu'on recevait pour le programme était un peu au-delà de notre capacité d'évaluer. Parce qu'il faut comprendre que le programme, on n'a pas de service corporatif vraiment pour nous soutenir. Quand on fait une campagne de recrutement, c'est des agents libres comme moi qui évaluent les candidats. On fait tout de A à Z. Donc, le gestionnaire de talent principal avait posé cette question-là, qui était, il voulait trouver une façon de faire le recrutement de façon plus efficace. La définition du problème était un peu trop vague à mon goût, donc on a lancé une discussion et j'ai commencé à poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on entend par recrutement. Si on parle d'une campagne de recrutement bien précise, donc une période de 2 semaines de telle date à telle date, où on fait une campagne de recrutement, ou on parle du recrutement pour le programme en général. Donc ça devient un peu une capacité du programme qu'on va maintenir dans le temps. Est-ce qu'on parle d'efficacité en termes du point de vue du gestionnaire de talent, ou on parle d'efficacité de la part pour les agents libres comme moi qui aident avec le recrutement, ou on parle d'efficacité pour les candidats puis qui appliquent sur le programme? Lorsqu'on parle d'efficacité ou d'efficience, est-ce qu'on parle de fournir le même effort pour des résultats supérieurs, ou de fournir un effort moindre pour les mêmes résultats qu'on obtient présentement?
Est-ce qu'on parle de coûts? Est-ce qu'on parle de coûts à l'heure ou on parle de coûts totaux? Est-ce qu'on parle de temps? Est-ce qu'on parle de ratio candidat employé engagé? Est-ce qu'on parle de la durée totale? Donc, on a soulevé toutes ces questions-là. Ça a généré un débat intéressant, mais en bout de ligne, le gestionnaire de talent principal a fait son choix. Et ce qu'il voulait solutionner comme problème, c'était les critères qui sont soulignés ici. Mais la question est passée d'un énoncé de problème assez vague, qui est comment on pourrait faire notre recrutement de façon plus efficace, à un énoncé de problème très spécifique. Donc, comment on peut tenir une 6e campagne de recrutement, de sorte qu'on va réduire le coût total du moment de la planification de la campagne jusqu'à la sélection finale, et de sorte que ça va requérir un effort moindre en termes d'heures de travail de la part des gestionnaires de talent et des agents libres qui aident relativement au nombre d'applications de candidats puis d'agents libres qu'on embauche. Donc, très, très spécifique. Et une fois qu'on a défini le problème de façon spécifique comme ça, bien, les solutions sont évidentes. Ça demande en fait très, très peu de réflexion pour identifier des solutions qui vont répondre directement au problème tel qu'on l'a défini. En gros, on a identifié 5 tactiques pour 23 solutions totales dont je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 23 solutions-là ont été générées en à peu près 20 minutes. Et une seule des 23 solutions exigeait un investissement en termes de coûts et de technologie. Les 22 autres solutions ne demandaient aucun investissement particulier. Ça demandait juste de repenser nos façons de travailler. Mais la beauté de la chose, c'est vraiment qu'une fois que le problème est défini de façon très spécifique, les solutions se présentent d'elles-mêmes de façon très, très, très évidente. La troisième leçon des innovateurs en RH, c'est d'utiliser les contraintes à notre avantage. On a tendance à se faire des idées peut-être trop complexes de ce que l'innovation est, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher si loin que ça. Plusieurs des innovations en RH qui connaissent le plus de succès, surtout en matière d'adaptation et recrutement, tout ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont reséquencé des étapes d'un processus, éliminé ou soustrait des étapes ou des artefacts, et juste simplifié de façon générale ou automatisé des morceaux du processus. Pas plus compliqué que ça. On n'ajoute rien, on ne crée rien, on ne fait qu'enlever des morceaux ou réorganiser le processus. Un des intervenants que j'avais interviewé présentait ces leçons ici. Il disait « Examinez chaque processus de RH et demandez-vous pourquoi avons-nous ce processus-là? Est-il utile? Est-ce qu'on peut s'en départir? C'est quoi sa valeur ajoutée? Et pouvons-nous l'automatiser? » Je vous donne l'exemple concret que cet individu-là avait fait dans son organisation. Mais chaque fois que l'organisation embauchait des employés, la manière que le processus se faisait auparavant, c'est qu'on envoyait une lettre d'offre à l'employé. L'employé devait signer la lettre papier, l'envoyer soit par fax, soit en version papier chez l'employeur. Et une fois que l'employé commençait à arriver au bureau, ben là, on lui demandait de signer tel formulaire pour obtenir son ordinateur, tel formulaire pour la paye. Et à chaque fois, l'employé doit fournir son nom, sa date de naissance, son adresse, blablabla, blablabla, blablabla. Processus interminable. En fait, ça représentait peut-être 8 à 9 formulaires qu'un nouvel employé devait compléter. Le directeur des processus a repensé ça. Et dorénavant, la manière que l'embauche se fait des nouveaux employés là-bas, c'est qu'un employé va se faire envoyer une lettre d'offre qu'il doit signer électroniquement. Et la lettre d'offre est effective au moment que l'offre est signée et que l'employé ou le futur employé complète un formulaire sécurisé en ligne. Un formulaire qui capture toutes les données qui viennent alimenter 9 processus distincts dans l'organisation. Sécurité, les installations de bureau, la paye, les voyages, c'est entièrement acheminé au gestionnaire de chacun de ces processus-là. Ça ne transite plus par le gestionnaire d'embauche, ça ne transite plus par les RH. Le formulaire est acheminé directement aux 9 gestionnaires de processus différents. Parce qu'il faut comprendre qu'auparavant, ou la manière que ça se passe dans bien des organisations, c'est que le nouvel employé
va envoyer le formulaire à son futur gestionnaire d'embauche, qui va l'acheminer au RH, qui vont l'envoyer au gestionnaire du processus, disons à la sécurité. En supposant que le formulaire est entièrement bien complété, il n'y a pas de problème, mais habituellement, il manque toujours une pièce d'information. Par exemple, l'employé n'a pas fourni ses initiales à la case 21 de la section G. Donc, le gestionnaire du processus retourne aux ressources humaines, qui retourne au gestionnaire d'embauche, qui retourne au candidat, qui met ses initiales sur le formulaire, qui retourne au gestionnaire d'embauche, qui retourne aux ressources humaines, qui retourne au gestionnaire du processus. On s'entend qu'on parle de 15 courriels, juste pour une initiale qui manque dans un formulaire. Dorénavant, ça vient de disparaître. Un formulaire électronique, un seul. On respecte le temps de le nouvel employé qui ne remplit ce formulaire-là qu'une seule fois, qui ne fournit ses données qu'une seule fois, et c'est acheminé directement au 9 gestionnaire de processus. En adoptant seulement ce petit formulaire automatisé-là, l'organisation a été capable de réduire une équipe qui gérait ces processus-là d'une douzaine de personnes à 3. Juste en automatisant un formulaire. C'est gigantesque comme impact. Un autre exemple, en fait, qui me vient à l'esprit, que vous avez peut-être entendu parler, mais il y a quelques organisations qui ont changé un peu leur façon de faire des processus de notation, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé l'étape de présélection, le screening, avec l'évaluation de certaines qualifications. Par exemple, une organisation qui tenait un concours pour lequel ils avaient reçu 5000 applications environ. Et en inversant seulement ces deux séquences-là, donc plutôt que de faire le screening de 5000 applications et ensuite de ceux qui étaient qualifiés, les inviter à aller écrire des tests, ils ont inversé 2 étapes parce qu'il y a une des qualifications qui était évaluée à travers un test standardisé qui était disponible en ligne. Et donc, quand les gens appliquaient, instantanément, avec leur application, ils faisaient leur test pour cette qualification-là. Et en 24 heures, ils ont été capables de réduire de 5000 à 1000 le nombre de candidats qui étaient qualifiés. Et donc là, il y avait à faire la présélection seulement sur 1000 candidats. Ils venaient de réduire de 80% leur volume de travail, juste en inversant 2 étapes et en utilisant un test en ligne. C'est énorme comme progrès. La quatrième leçon tirée des innovateurs en RH, c'est de développer les solutions à des fins de crédibilité. Et ça, je dois vraiment insister là-dessus parce que c'est peut-être notre muscle le plus faible en RH. On ne désigne pas nos innovations, nos initiatives à des fins de crédibilité. On a une idée, il y a quelque chose qui est à la mode, on entend parler d'un concept qui est intéressant, qui est le fun, on se lance dedans, mais on ne pense pas à comment qu'on va implanter ça si ça réussit. Comment qu'on va l'élargir à l'ensemble de l'organisation, comment on va reproduire notre succès. Certains éléments qui rendent une initiative en RH crédible, c'est d'abord la pertinence. Il faut que ça vienne vraiment répondre à un besoin d'affaires spécifique, un besoin qui est aligné avec des objectifs, avec des priorités. Deuxièmement, il faut être capable d'observer les résultats et de les quantifier. Parce que le troisième élément, idéalement, c'est d'être capable de démontrer c'est quoi l'avantage de notre innovation par rapport au statu quo. Et ça, c'est peut-être là où on doit faire le plus de travail en RH. Je vous donne un exemple, en fait, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a un ministère qui a tenu une initiative récemment qui s'appelle Repenser le recrutement. Ils ont publié leur rapport il y a quelques mois en ligne. Ils ont fait 2 choses en fait pour repenser le recrutement. D'une part, ils ont commencé à faire du recrutement en ligne à travers LinkedIn, ou ce qu'on appelle du talent scouting. Et deuxièmement, ils ont lancé une initiative qu'on pourrait appeler programme de référence par les employés. Sans être un programme de référence, ils ont invité leurs employés à recommander des individus qui seraient de bons candidats pour un poste qu'ils avaient affiché. Ils ont calculé tous les efforts en heures qui avaient été consacrés par tout le monde dans le processus. À chaque étape du processus, ils ont quantifié le nombre d'applications, le nombre de personnes qui procédaient d'une étape à l'autre à travers le processus. Et en bout de ligne, quand on regarde le résultat final, n'importe qui a fait de la dotation ou du recrutement voit immédiatement que ce qu'ils ont fait, ça marche. Mais il y aurait eu une façon encore plus intéressante qu'ils auraient pu utiliser pour désigner leur innovation. C'est qu'ils auraient pu simultanément
faire le recrutement pour le même poste de 3 façons, en même temps, au même moment. Un, tenir un affichage standard, comme on le fait, le statu quo essentiellement. Parallèlement à ça, faire du scouting sur LinkedIn. Et parallèlement à ça, demander à leurs employés, voici le poste qu'on essaie de doter. Si vous connaissez des gens qui seraient de bons candidats, référez-nous-les. Avoir une personne des RH qui va faire la présélection de tous ces candidats-là qui arrivent à travers les 3 canaux. Donc, juste faire la présélection basée sur l'éducation puis l'expérience. Mais ensuite, tout le reste de l'évaluation des qualifications, que ça soit fait à l'aveugle. Donc, les gens qui évaluent les qualifications ne savent pas si les gens ont appliqué sur le poste, sur l'affichage, s'ils ont été référés par des employés ou s'ils ont été scoutés sur LinkedIn. Donc, tout le monde est évalué de façon objective, de la même façon. Et en bout de ligne, quand le bassin de candidats final est créé, ben là, on remonte la filière pour voir de quel canal nos candidats qui ont réussi sont venus. Et en supposant que les chiffres auraient été les mêmes que ceux qu'ils ont obtenus, ben, les chiffres seraient comme ceci. Les gens qui ont appliqué sur l'affichage, 1,5% des candidats étaient qualifiés. Ce qui est faible. Les gens qui ont été référés par des employés, 44% étaient qualifiés. Les gens qui ont été scoutés sur LinkedIn, 70% étaient qualifiés. Et donc là, en mesurant de cette façon-là, l'avantage relatif de l'innovation par rapport au statu quo, puis en le faisant avec une approche un peu d'expérimentation, on est capable de non seulement démontrer que le scouting de talent sur LinkedIn, puis les références par les employés, non seulement ça produit des bons résultats, mais c'est mieux que le statu quo auquel on est habitué. Donc peut-être que dorénavant, pour ce type de poste-là, à tout le moins, on devrait privilégier l'innovation plutôt que notre vieille façon de faire de la dotation. Mais si, à défaut de prévoir ça à l'avance, la réaction de la gestion va probablement être de dire « Ah ben oui, c'est bien le scouting de talent sur LinkedIn, c'est bien les références pour les employés. Quand est-ce que vous me lancez mon prochain affichage? » Donc il faut vraiment comme un peu forcer le changement des mentalités. La dernière leçon tirée des innovateurs, c'est de penser à comment on va mettre l'innovation ou l'initiative à l'échelle, ou comment on va la reproduire. Parmi à l'échelle, c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée pour scalability, mais comment on peut étendre une innovation. Je vais vous donner 3 petits exemples pour vous montrer différentes approches. Une organisation dont vous avez peut-être entendu parler a former tous ces conseillers RH dans la méthode Lean Kaizen. Ils ont formé vraiment 100% de leur effectif de RH qui fait de la dotation dans cette méthode-là. Les conseillers les plus juniors ont eu leur ceinture verte en Lean. Les conseillers les plus seniors ont eu leur ceinture noire. Et une fois que 100% des conseillers en RH avaient été formés, ben là, ils ont commencé à revoir chaque processus de dotation, en fait chaque processus générique, donc les processus affichés, les non affichés, un par un, avec tout le monde autour de la table, où ils appliquaient les leçons qu'ils avaient apprises de la méthode Lean, et tout le monde devait mettre en application ce qu'ils avaient appris. Et ils ont passé chaque processus un après l'autre comme ça, et ça a été leur transformation qu'ils ont fait au niveau des RH. Dans une autre organisation, ils ont aussi changé la façon de travailler. Ils ont adopté la méthode qu'on appelle ROWE, Results Only Work Environment. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt que de dire qu'on va former tout le monde avec une base commune pour la méthode Results Only Work Environment, ils ont décidé plutôt de prendre une direction générale. En fait, même au début, c'était une équipe bien spécifique, et appliquer la méthode ROWE à 100% dans cette équipe-là. Donc, c'était plus que fournir une base à tout le monde, c'était qu'on appliquait la méthode de A à Z, mais à une petite échelle, seulement dans cette équipe-là. Une fois que ça a produit les résultats escomptés dans cette équipe-là, ils ont décidé d'étendre l'initiative à une direction générale, puis à une deuxième direction générale, puis à une troisième, à une quatrième. Et sur une période de 2 ans, ben, l'ensemble de l'organisation fonctionnait dorénavant avec l'approche Results Only Work Environment, et 100% de tout le monde était maintenant équipé pour le faire. Et tous les processus, dans toutes les sphères d'activité, utilisaient cette approche-là. Une troisième approche qui a été, en fait c'est un exemple d'une approche qui a moins réussi,
mais il y a plusieurs années de ça, il y a une organisation qui avait implanté un modèle de compétences qu'ils appliquaient pour la dotation. Du jour au lendemain, les compétences sont devenues une composante obligatoire des processus de dotation. Ça n'a pas très bien réussi parce que, premièrement, les gens n'avaient pas été formés pour cette nouvelle approche-là de dotation. Ça a créé une demande excessive sur les RH parce que du jour au lendemain, tous les employés devaient être évalués sur toutes les compétences pour tous les processus de dotation. Et donc, ça n'a pas très bien réussi, mais une approche alternative qui aurait peut-être mieux marché, ça aurait été de tester le modèle de compétences d'abord dans un contexte d'apprentissage et de développement, où il y a place à erreur, on peut apprendre des leçons tirées, on peut développer des gabarits, des outils, on peut tester des nouvelles pratiques. Une fois que l'approche fonctionne bien, le modèle de compétences fonctionne bien dans un contexte d'apprentissage, ben là, on peut l'amener dans un contexte de gestion du rendement et l'intégrer dans les évaluations de rendement annuelles. Progressivement, on apprend. Et lorsqu'on voit que ça fonctionne bien dans un cadre de gestion de rendement, bien là, on dit, OK, maintenant qu'on on atteint un niveau de maturité pour le modèle de compétences en gestion de rendement, là, on peut le rendre obligatoire pour les processus de dotation. Donc, ça aurait été l'approche inverse, qui aurait peut-être été plus prometteuse, ça aurait peut-être mieux réussi dans la pratique. Donc, la leçon, c'est vraiment de penser à comment qu'on va démocratiser l'innovation sur le long terme, en supposant que ça réussit. Donc, ça complète la présentation sur les leçons tirées des innovateurs en RH. J'ai limité la présentation aujourd'hui à 5 leçons seulement. En fait, j'en ai une douzaine que j'ai identifiées. Mais je pense que quand on parle des RH, on part quand même de loin. On a beaucoup de rattrapage à faire dans les RH, dans la fonction publique. Et donc, de commencer avec ces 5 leçons-là, c'est un excellent point de départ. Juste faire ça, ça va amener des progrès énormes, je pense.